Bon, j'avais entrepris de vous dire un mot de ce livre de Yamauchi, le philosophe auteur de Logos et Lemme, dont, alors, d'un côté, la logique occidentale qui a structuré la pensée occidentale, qu'il appelle une logique logosique, dérivée de l'affranchissement du logos, et qui peut se tenir tout seul sans rapport avec l'être et l'existence, plutôt l'existence que l'être, d'un côté, et de l'autre, la logique qui a été développée en Inde, et surtout dans le bouddhisme du grand véhicule, et qui part de là, par l'Inde, est arrivée avec le bouddhisme en Chine puis au Japon, qui fonctionne, montre-t-il, sur le principe du tétralemme, où vous avez 4 propositions. Les 2 premières fonctionnent sur le principe logosique, donc la première c'est A, deuxième proposition c'est non A, ok. Mais à partir de la 3e, dans l'ordre où le met Yamauchi, je pourrais peut-être expliquer pourquoi dans cet ordre-là, mais il montre que la 3e doit être la binégation, c'est-à-dire ni A ni non A, qui permet la 4e et dernière dans son argumentation, qui est la bi-affirmation. C'est à la fois A et non A. Bon, alors, en tant que philosophe, il argumente, et c'est avec des tas de références, à la fois dans la pensée bouddhique indienne, en particulier un ouvrage fondateur d'un moine indien du IIe siècle qui s'appelait Nagarjuna, puis il passé à travers la Chine et tout ça. Bon, ça, je n'entre pas dans le détail. Mais pourquoi est-ce que moi, ça m'a intéressé au cœur de ma propre pensée? C'est parce que c'est une pensée du milieu. Une pensée du milieu. C'est justement ce qui est exclu par le principe de excluded middle. C'est quelque chose qui est entre A et non A. Et bon, ce n'est pas seulement une question logique. Si ça n'était que ça, bon, ça n'intéresserait que des philosophes. Moi, ça m'intéresse en tant que géographe et plus particulièrement en tant que mésologue. Parce que ça permet de comprendre ontologiquement, à la fois ontologiquement et logiquement, ce qui a été prouvé expérimentalement par Uexküll, quand il montre qu'il pose quelque chose qui, la première fois que vous le lisez, et si vous ne connaissez pas ce que je viens de dire, il écrit, texto, un animal ne peut pas entrer en relation avec un objet. Vous dites, mais quoi, ils n'arrêtent pas d'être en relation avec des objets, les animaux? Non, non. Ce avec quoi ils sont en relation, c'est avec ce que, alors lui, il ne dit pas chose, mais ce que j'appelle moi une chose, et non pas un objet, qui serait un en soi, qui existerait en soi, mais au contraire une chose qui n'existe qu'en rapport avec un certain être. Alors, Uexküll n'étant pas philosophe, il va exprimer cela avec une expression très intéressante. Il va parler de ton, ton en allemand, et de Tönung, tonation. Alors je vous donne un exemple tout à fait simple. Prenez une touffe d'herbe. Alors, un botaniste va l'étudier comme un objet, il va dire c'est de telle espèce, etc. En somme, il va chercher d'approcher au plus près son en soi comme un objet. C'est l'objet du scientifique. Mais pour un être vivant, ce n'est pas l'objet qui existe, c'est la chose en tant que elle le concerne ontologiquement. Donc, il s'agit d'une touffe d'herbe. Pour la vache, la touffe d'herbe existe en tant que nourriture. Bon, Uexküll ne dit pas en tant que, il dit ton. Alors il va dire es-ton, c'est-à-dire sur le ton de la nourriture.
prenez une fourmi, elle va être obligée de grimper puis de redescendre. Donc ça existe sur le ton de l'obstacle, hinderness stone. Ça existe en tant qu'obstacle. Et pourtant, c'est le même objet. Mais la chose est autre chose. Bon, il y a toutes sortes d'exemples. Pour un scarabée qui va s'abriter dessous, c'est shoot stone, c'est une protection, etc., etc. Il donne des tas d'exemples. Et c'est ça. La réalité vivante, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui, sous le regard abstrait de la science, le regard de nulle part, qui va considérer des objets, ok, on peut chercher l'en soi de l'objet, voir comment ça peut être en soi. Mais la réalité, elle est toujours relationnelle. Alors, la différence entre le bouddhisme, qui est une religion, et la mésologie, qui est un point de vue qui se veut rationnel, voire scientifique, c'est que le bouddhisme absolutise le principe de la relationnalité. Il va dire il n'y a pas d'en soi. Il le dit à sa manière en disant il n'y a pas de nature propre. Il n'y a que des relations, que des aspects, etc. Donc il y a une absolutisation, et ça relève de la logique du prédicat. Donc Nishida, qui avait beaucoup potassé le zen, le bouddhisme zen, il aboutit à la logique du prédicat. Et effectivement, tout ça se tient. Je n'ai pas le temps de l'expliquer, mais tout ça se tient. C'est la pensée orientale. Moi, je me nourris de cette pensée orientale, mais pas seulement. Je me nourris aussi de la pensée occidentale. Et ce que je cherche à faire à la mésologie, c'est justement le lien entre les deux, c'est-à-dire la pensée des milieux concrets et la concrescence de l'être et des choses qui l'entourent. Le croître ensemble, la concrescence. Et je suis conforté, d'une part, par un naturel, enfin, je cite cette théorie, il y en a d'autres, bien entendu, par un spécialiste, par un biologiste, en somme, Uxküll, spécialiste de la vie, naturaliste, et par un physicien. J'ai cité Heisenberg, on pourra en citer d'autres, mais plus particulièrement par Bernard d'Espagna, je ne sais pas si vous voyez qui c'est. C'était un physicien pur sang, mais qui s'est posé des questions vraiment philosophiques et ontologiques, notamment, mais pas seulement à partir de Heisenberg, et qui est arrivé à la notion de réel voilé. Qu'est-ce que c'est que le réel voilé? C'est que les protocoles scientifiques qui permettent d'abstraire le plus possible l'objet scientifique de l'existence du scientifique, on arrive totalement à abstraire le côté personnel, parce que dès que vous faites des expériences et vous comparez, donc il n'y a plus de personnel là-dedans. Seulement reste le rapport entre ce qui est observé et le fait même d'observer. Là, c'est la science en tant que telle qui est en cause. Donc, elle n'est pas nulle part. En fait, elle est en relation avec. Donc, on n'atteint jamais le réel avec un grand R, on atteint un réel voilé. Un réel voilé par la mise en relation. On s'en rapproche de plus en plus du réel, on va toujours plus loin, mais on n'atteindra jamais le réel pur en soi. Ça remonte à Kant, cette problématique. On n'atteindra jamais le réel en soi parce que le fait même de l'atteindre, c'est-à-dire d'entrer en relation, fait qu'on le met en relation et que ça devient relatif à notre être même. Voilà. Donc, moi, j'ai à la fois, par toutes sortes d'entrées, finalement, la même idée générale, qui est l'idée de la trajectivité et des milieux. Et c'est ça ce qui structure, qui focalise ma notion des milieux humains, des milieux vivants en général, et de la nécessité vitale où nous sommes aujourd'hui de recréer les liens que la modernité a voulu couper, a voulu trancher. Et ça commence pas seulement avec le dualisme cartésien, il n'y a pas que Descartes, bien entendu, mais bref, disons, du XVIIe siècle, ça commence 2 siècles avant, parce que l'art est toujours en avance sur la science,
Et comme l'a montré Panofsky, l'invention de la perspective comme forme symbolique, livre écrit en 1927, il montre en étudiant l'apparition de la technique de la perspective dans la peinture européenne, à la fois en Italie et dans les Flandres, mais ce sont les Italiens qui l'ont théorisé, mais c'est les Flamands qui l'ont mis en pratique peut-être avant les Italiens même. Mais bref, c'est la Renaissance qui, symboliquement, va placer l'œil de l'observateur en dehors de l'image, hein, qui est le tableau. La surface du tableau, et ce qui met les choses en perspective dans ce qui est peint sur le tableau, c'est un point de vue qui est extérieur au tableau et qui, en fait, qui symbolise la position que se donne le sujet qui va devenir le sujet moderne, celui qui va dire 2 siècles plus tard, qui va dire « je pense donc je suis ». Vous voyez, tout ça se tient, et l'art, et Heidegger va dans l'origine de l'œuvre d'art, c'est ce que Heidegger développe à sa manière, très obscure, très sibylline, mais c'est ce qu'il dit. Bon, là, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail de la vision heideggerienne, mais ça a aussi un rapport direct avec cette question. Mais comment on fait pour rétablir ces liens? Eh bien, la mésologie, comme j'ai dit à un moment, ce n'est pas une discipline qui nous apprendrait des nouvelles manières de penser, de faire. Enfin, si, une nouvelle manière de penser, parce que c'est vraiment un paradigme transmoderne, c'est-à-dire vraiment au-delà du moderne, pas postmoderne. Le postmoderne, ça n'a été qu'une, comment dire, une caricature du moderne, une péroraison caricaturale du moderne, et en architecture notamment. Parce que si on dit que le moderne a produit une architecture, celle qu'on a appelée le style international, c'est-à-dire partout la même chose, le postmoderne réagissant contre a fait n'importe où, n'importe quelle forme. Bon, ça c'est simplement une péroraison moderne, qui n'a aucunement et au contraire continué à couper le lien entre le lieu et l'être, représenté par l'œuvre. Non. Ce que nous devons absolument faire, c'est recouvrer nos liens avec la Terre. Et alors, puisque vous avez tous les deux une expérience du Québec, vous avez connaissance de Notre-Dame de Recouvrance, hein, quand Champlain avait perdu les établissements de Québec, qui n'était pas encore une ville, en 1600 quelque chose, hein, en 1612. Il avait promis, si je récupère, si je recouvre Québec, je fonderai une chapelle à Notre-Dame de Recouvrance. Ça veut dire récupérer. Hein. C'est exactement les mêmes racines latines, hein, récupérer et recouvrer. Et comme on dit, recouvrer la santé. Eh bien, nous, ce que nous devons recouvrer, et alors bon, ça c'est pas seulement au Québec qu'il y a Notre-Dame de Recouvrance, vous en avez dans toute la France de l'Ouest, en Normandie, en Bretagne. Il y a un quartier de Brest, Recouvrance. Ça voulait dire, c'est là où les familles allaient prier quand les papas étaient partis en mer, qu'ils recouvrent la terre ferme, sains et saufs, qu'ils puissent recouvrir. Donc on allait prier Notre-Dame de Recouvrance, la Sainte Vierge. Vous voyez ? Ben nous devons vitalement recouvrer nos liens avec la Terre. Parce que la modernité, avec tous les bienfaits qu'elle nous a apportés, elle a apporté aussi la rupture de nos liens ontologiques avec la Terre, qui sont également nos liens écologiques avec la Terre, qui se traduisent par la 6e extinction massive de la vie sur Terre, à laquelle ne nous survivrons pas si ça continue. Hein, on ne peut pas vivre tout seul comme s'imagine la Silicon Valley, comme je disais tout à l'heure. Hein. La Silicon Valley, on s'imagine qu'on va aller pouvoir se recréer en terraformant Mars et tout ça. Tu parles. Bon, donc, ce qu'il faut faire, eh bien, tout simplement ce que nous disent toutes sortes de sciences et toutes sortes de courants d'opinion aujourd'hui, on doit respecter notre environnement, pour le dire simplement. Voilà.
Et on sait comment faire. Mais le grand problème, c'est de se décider à le faire. Et ça, c'est une décision politique. Mais les moyens, on les connaît. Voilà, c'est la morale de l'histoire. Nous devons recouvrer la planète Terre. Mais évidemment, il y a les moyens de toutes sortes, tout à fait concrets pour les uns, mais nous ne pouvons pas nous passer d'un cadre ontologique. Et c'est ce que propose la mésologie, qui est vraiment au titre de paradigme transmoderne. Voilà. Vous n'avez pas mentionné ce livre, Recosmiser la Terre, quelques leçons péruviennes. Ah oui, voilà. Alors voilà, c'est encore ces histoires de la contingence humaine, je vais vous dire. Je vous avais raconté tout à l'heure qu'en 2001-2002, ou c'était l'automne 2002, je suis allé enseigner un mois à Mexico, parler de mésologie, c'est toujours le même sujet, et que pour cela, un an avant, je m'étais mis à apprendre à fond le castillan pour donner ces cours en castillan, ce que j'ai fait. Je ne vous dis pas que c'était du beau castillan, bon, mais je l'ai fait. Et dans les années qui ont suivi, j'ai eu de nombreux contacts avec des Espagnols, et entre autres, c'est ça qui a fait que le livre La pensée paysagère a été traduit quasi immédiatement en espagnol, c'était la première traduction. Donc pendant plusieurs années, j'ai parlé en espagnol, enfin j'ai eu l'occasion de parler, d'enseigner en espagnol. Et puis donc j'ai été invité au Pérou, où je ne suis jamais allé, par la fille de Siriani, le grand architecte Siriani, que j'avais invité à Tokyo en 1987, en colloque avant, Henri Siriani. Mais ça, c'est pas pour cette raison, c'est simplement parce qu'elle connaissait mes travaux. Elle voulait m'inviter pour parler de mésologie, donc au Pérou. Ça, c'était au printemps 2017. Enfin, l'invitation datait d'avant, bien entendu, mais il était question que j'aille en avril 2017, pendant un mois, au Pérou. Or, juste avant, j'ai passé plusieurs mois, nous avons passé plusieurs mois à Kyoto. Et là, quotidiennement, je travaillais en japonais. Eh bien, je ne pouvais pas me préparer à l'espagnol tout en parlant quotidiennement en japonais. C'est bizarre, mais c'est comme ça, un cerveau humain ne pouvait pas fonctionner en français à la maison, en japonais tout le reste du temps, et en plus préparer mes cours en castillan. Ça m'a rendu malade. Et c'est pas une blague, j'ai commencé par attraper un rhume interminable qui a fini par dégénérer en pneumonie. Et ayant attrapé une pneumonie, j'ai dû renoncer à aller au Pérou. Voilà. Donc, mais j'avais déjà la matière de mes conférences, je les avais d'abord écrites en français. Et donc, ça a donné l'occasion d'un petit livre en français. Donc, c'est des conférences que j'eusse pu donner en espagnol. Si j'avais pu aller au Pérou, j'aurais rêvé d'aller au Pérou, mais ça restera un rêve parce que je n'irai jamais au Pérou. Maintenant, je sais, je ne vais pas aller avec le cœur qui me reste, je ne vais pas aller à 3000 mètres d'altitude, là, à Péroré, à Quito, sur l'altiplano. Mais ça a été l'occasion, par l'intermédiaire de livres qu'ils m'ont envoyés, et en particulier un livre écrit en espagnol, bien sûr, mais rédigé par un monsieur qui a un nom tout à fait français, c'est un descendant d'immigrés français, sur le paisaje peruano, le paysage du Pérou, qui m'a appris plein de choses, et en particulier, et qui m'a appris un concept quechua, et qui est traduit par vivencia en espagnol, en castillan, parce qu'en Amérique du Sud, ils disent castillan, ils ne disent pas espagnol. Ouais. Les Catalans aussi, hein, ils préfèrent dire en castillan. Bon, ce livre passionnant, et qui m'a appris
et qui m'a surtout fait comprendre que bien qu'il y ait quelques intellectuels qui, comme l'auteur, se préoccupent de prendre enfin en compte la vision du monde des pré-hispaniques, vu ce qui s'est passé par exemple en Bolivie tout dernièrement, le président qui était un Amérindien, je ne sais plus comment il s'appelait, Morales, il a quitté le pouvoir, il s'est fait chasser, il n'a pas pu le reprendre, bref, en tout cas, vous savez tout ce qui s'est passé après, et un collègue, enfin une connaissance qui lui est argentin, a fait circuler, c'est un psychanalyste très connu, Ben Assayag, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais bref, il n'y a pas très longtemps, un mois environ, il nous a fait circuler sur son réseau une citation de la dame qui, en principe, est la mieux placée pour succéder à Morales. Je n'ai pas son nom en tête, mais elle, c'est une pure et dure. Elle dit les Indiens, il faut qu'ils retournent sur l'altiplano et même dans le Chaco. Là, après 5 siècles, on en est toujours à l'état de conquista. Voilà, c'est vous expliquer le climat intellectuel qui règne encore en Amérique du Sud et qui explique que c'est d'Amérique du Sud que viennent beaucoup des pensées qui aujourd'hui sont reprises par des gens comme Descola et d'autres, qui parlent de multivers, de plurivers, comme Escobar. Vous voyez qui c'est ? Comme quoi, les visions du monde que d'autres peuples que l'Occident ont sont aussi valables, mais là je ne les suis pas, elles sont aussi valables moralement, certes, mais scientifiquement, non. Et la mésologie ne va pas dans ces extrémités qui sont de la politique. Et la politique ne doit pas déteindre sur la science. Ça, c'est ma position.